Bonsoir, on décortique l'actualité locale dans la prochaine demi-heure. Voici les titres de ce vendredi 2 septembre. Seulement 20 centimes de différence entre la France et le Luxembourg, mais avec la remise de 30 centimes à la pompe, il devient plus avantageux de faire le plein en France. Ce matin, les automobilistes étaient nombreux à faire justement le plein à Thionville. À Amnéville, la rentrée scolaire est sous le signe du numérique. Les élèves de l'école élémentaire du parc utilisent depuis 2 jours des tableaux dernière génération. Et si vous souhaitez une sortie insolite et que vous n'avez pas peur d'être épié, direction Diane-Capelle, la mairie a ouvert depuis le mois de juin un musée de poupées. Ce week-end, le temps sera mitigé. Samedi sera maussade avec des orages et des températures allant de 14 à 23 degrés. Le dimanche sera gris le matin, mais ensoleillé l'après-midi avec des températures de 12 à 27 degrés. Et sur notre plateau ce soir, Nina Robert, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez beaucoup de cordes à votre arc, mais vous êtes surtout réalisatrice et productrice chez Citizen Film. On vous connaît notamment pour Sugar Baby, Cavana également. Votre dernière production sort officiellement le 8 septembre. En quelques épisodes, vous retracez la terrible histoire de Maureen Kearney, une femme agressée à son domicile en 2012. On évoquera bien sûr ce nouveau documentaire d'ici quelques minutes. Mais avant, place à l'actu. Depuis le 1er septembre, les automobilistes se ruent vers les stations-service avec la remise de 30 centimes sur les carburants. Il est devenu plus avantageux de faire le plein en France plutôt qu'au Luxembourg. 20 centimes seulement séparent les deux pays. Un constat qu'a pu faire Anne-Sophie Gross. Ce matin, à Thionville, les automobilistes jouaient du klaxon. Certains s'impatientaient même au point de monter sur les terre-pleins pour doubler les longues files de voitures. La cause de ces embouteillages, la présence d'une station-service. Grâce à la remise gouvernementale sur les carburants passés de 18 à 30 centimes, le litre de diesel s'affiche à 1,70 € contre plus de 2 € auparavant. Alors forcément, les usagers se sont rués sur les stations-service. Je suis content que le prix l'a baissé parce que je trouvais auparavant c'est trop cher. Oui, c'était une dépense lourde parce que bon, avec la petite retraite, c'est pas évident. Hein. Comme pour tous les Français, je suppose. Maintenant, les Luxembourgeois viennent même maintenant en France faire le plein, donc voilà. C'est un peu la queue maintenant pour faire le plein. Même en allant au Luxembourg, on est perdant, donc vaut mieux le faire ici. Hein. Alors j'en profite aujourd'hui, je me suis dit vite, va vite aujourd'hui. Bon, il y avait du monde, mais ça va, ça passe bien. En effet, les frontaliers avaient davantage l'habitude de se tourner vers nos voisins luxembourgeois pour leur prix défiant toute concurrence. Mais depuis le 1er septembre, la tendance s'est inversée. Mais si les automobilistes n'y trouvent plus leur compte au niveau des carburants, le prix des cigarettes fait toujours un tabac. Le gasoil, il est au moins 20 centimes plus cher. 20 centimes plus cher qu'en France. Et alors pourquoi vous venez ici plutôt qu'en France ? Plus pour les cigarettes. Voilà, c'est tout. Mais je vais quand même réfléchir maintenant. Peut-être d'arrêter de fumer. Alors je suis venu principalement déjà pour me racheter une cartouche de cigarettes. Et j'étais venu aussi pour le carburant. Quand j'ai vu qu'il était plus cher qu'en France, j'ai mis que 10 €. Je vais refaire le plein en France. Je vais repartir en France. Pour les cigarettes, le prix des cigarettes. Pas pour l'essence? Non, le gasoil, non. J'ai même pas mis le plein parce qu'au final, il est aussi cher que chez nous. Donc, Écoutez, moi, je voulais éviter la queue au niveau des stations-service françaises. Bon, après, il y a quand même 20 centimes de différence. Et sur le long terme, on verra quand même si ça vaut pas le coup de rester en France, finalement, chez nous, quoi. En France, le coup de pouce gouvernemental sur les carburants durera 2 mois avant d'être ramené à 10 centimes à partir du 1er novembre et ce jusqu'au 31 décembre. Détendu et reposé après des vacances studieuses, le maire de Metz et président de l'Eurométropole de Metz a fait sa rentrée devant les médias ce vendredi matin. Il a balayé pendant près de 2 heures l'actualité, la crise énergétique, la sécurité, l'attractivité et la piétonisation du centre-ville. Compte rendu dans ce reportage. Alors qu'un conseil de défense consacré à l'approvisionnement en gaz et en électricité de la France s'est réuni ce vendredi autour d'Emmanuel Macron, certaines collectivités s'organisent déjà pour tenter de réduire les coûts de la facture énergétique. François Grosdidier a déjà sa petite idée sur la question avec des mesures concrètes avant même la fin d'année. On ne mourra pas de froid
si on baisse d'1 degré la température des écoles, de 2 degrés les autres bâtiments publics, et aussi revoir l'éclairage public en nuit profonde. C'est-à-dire, est-ce qu'il est nécessaire de tout éclairer entre 1h et 5h du matin, y compris même les illuminations de Noël. Donc là encore, l'éclairage public, nous allons le revoir. Ça sera fait très progressivement par l'expérimentation, la concertation et le dialogue avec les citoyens. Au niveau de l'Eurométropole, François Grosdidier aspire à mettre en place une redevance incitative sur les déchets ménagers, comme par exemple à Forbach. Le maire de Metz souhaite également poursuivre la piétonisation du centre-ville, entamée avec l'expérimentation, plutôt convaincante, de la Fournie-Rue. Un dispositif similaire devrait voir le jour au printemps 2023, rue des Allemands, alors que la requalification du quartier Outreseille, la refonte complète de la rue La Doucette ou Serpenoise sont dans les cartons. C'est aussi l'encouragement des piétons, et simplement en rendant les parcours à la fois plus sécurisés et plus agréables. C'est une extension progressive de la piétonisation sans pour autant nuire à l'attractivité de la ville. Face à un climat général qui pousse de plus en plus souvent les concitoyens à l'affrontement, une délinquance de plus en plus jeune et itinérante, François Grosdidier entend évidemment continuer l'effort en matière de sécurité. Son cheval de bataille. Nous déroulons aujourd'hui un plan de développement de la vidéoprotection, non pas à la place des forces de l'ordre, mais pour bien articuler notre police municipale pour que les policiers soient au bon endroit au bon moment. C'est plus long que je l'aurais souhaité, mais nous allons au plus vite que c'est, et ça me renforce dans la détermination à mettre en place ce projet dont les événements récents ne font que confirmer la pertinence et l'intérêt. À quelques jours du prochain Moselle Open de tennis, le 18 septembre prochain, le maire de Metz a laissé entendre qu'un déménagement en 2024 du tournoi au Galaxy d'Amnéville ne le dérangeait pas plus que ça, à condition d'une vraie complémentarité avec la ville d'Éric Munier et le département de la Moselle, ce qui semble plus ou moins implicite. Et ce matin, toujours, s'est tenue la visite de rentrée scolaire pour les élus d'Amnéville. Ils se sont rendus dans 2 écoles, chez les maternelles et les primaires. L'occasion de découvrir dans la seconde les nouveaux écrans numériques installés par la ville. Reportage de Jean Milon. Alors, la même chose. Vous avez ces mots qui sont au tableau, on va essayer de les remettre dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un a une idée par quel mot on commence ? C'est seulement la 2e journée qu'ils l'utilisent, mais les CE1 de Luc sont déjà bien à l'aise. Depuis la rentrée, ils profitent d'un tableau à la pointe de la technologie. Avec le tableau à créer, on était assez vite limité. Là, avec le tableau interactif, on peut tout à fait zoomer et dézoomer. Donc quand on crée par exemple des leçons comme des cartes mentales, on peut aller vraiment très très loin. On peut varier les couleurs, on peut varier l'écriture aussi. On est du coup beaucoup plus en 2022 que les années passées. À chaque fois, on a des fleurs, des ballons, des papillons, oiseaux, escargots, nuages et cailloux. Avec ce nouvel outil, les élèves apprennent différemment. Les interactions sont beaucoup plus dynamiques. Quand l'instituteur pose une question, en fait, ils sont extrêmement nombreux à lever la main et ils ont au moins dans le premier temps, envie de découvrir l'outil. Ils sont extrêmement curieux par rapport à cet outil-là et donc c'est tout à fait très favorable pour le développement des apprentissages des enfants. Au total, plus de 200 000 € ont été investis conjointement entre l'État, le département et la commune. On prépare les générations futures et mieux on est formé dans son école, mieux on abordera le monde de demain, les études supérieures et puis le monde du travail et la société qui nous attend. Donc c'est toujours un investissement prioritaire sur tous les autres que celui que consacre Amnéville au budget des écoles de l'éducation et de ses enfants. Une nouvelle ère s'ouvre donc dans les 3 écoles primaires d'Amnéville. Les 28 classes qu'elles regroupent sont depuis le 1er septembre toutes équipées de ces tableaux. Et le championnat de France de handball féminin reprend ses droits ce week-end. Metz Handball, couronné pour la 24e fois de son histoire, se déplace sur le terrain de Bourg-en-Péage avec une équipe renouvelée et des réglages à opérer. Ses adversaires, à l'image de Brest, Nantes ou encore Paris 92, sont armés pour aller conquérir le titre. Présentation des enjeux de cette saison 2022-2023 par Baptiste Deveau. Qui de Metz Handball, Brest, Nantes ou encore Paris 92 soulèvera le titre de champion de France à la fin de la saison? Le dénouement de cette 72e édition s'annonce indécis. Metz Handball tout d'abord s'appuie sur sa nouvelle numéro 10 Christina Jorgensen. Elle sera la chef d'orchestre de cette équipe remaniée puisque 5 autres joueuses sont venues renforcer la formation de Manu Mayonade, 3 arrières, une ailière et une gardienne.
Bruna De Paola, la nouvelle capitaine messine, aura pour mission de créer une unité afin d'aller chercher un 25e titre. Si Metz Handball se renforce, ses concurrents directs aussi, et quoi de mieux que de piocher chez les jaunes et bleus pour les affaiblir. Aux côtés de Laura Flip, Paris 92 a fait appel à Méline Nokandi et Astrid Ngouan, deux joueuses d'expérience au palmarès impressionnant pour faire mieux que la 3e place de la saison dernière. Depuis 6 ans, le mano à mano entre Metz et Brest tient en haleine le championnat. Cette saison, les Bretonnes veulent prendre leur revanche. Pour cela, la planche à billets a tourné pour s'offrir les pivots Tatiana Bernovic et Merel Férix. Chaque poste a été triplé, le niveau défensif a été rehaussé. Seul point d'interrogation, le poste de gardienne. Avec le départ de Sandra Toft, Cléopâtre Darle formera un binôme avec Julia Fauja, de retour en France. Enfin, Nantes s'invite dans la cour des grands, des moyens, un projet qui prend forme d'année en année et qui commence à avoir de la gueule, à l'image du recrutement de la pivot Anna Legerquist. Les Neptunes n'entendent plus que jamais jouer les trublions du championnat. Jamais l'élite féminine n'a été aussi dense, des opportunités s'ouvrent donc pour Paris et Nantes aux côtés de Brest et Metz. Tout se jouera sur 26 journées puisque les playoffs ont été abolis. Réponse donc le 24 mai prochain. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, Emma Facchetti a plusieurs solutions à vous proposer. Bonsoir Emma. Bonsoir. Alors comme chaque vendredi, c'est l'heure de s'intéresser aux événements du week-end. Et pour démarrer en beauté, on part au fil de l'eau. Et oui, après le succès de l'été dernier à la fête de l'eau à Metz revient pour une 2e édition. Alors il y a des moments à ne surtout pas louper. D'abord, l'inauguration festive à 14h au niveau du quai des Régates. Vous pourrez ensuite assister à une démonstration de course d'aviron à partir de 18h. Et pour terminer cette journée en beauté, c'est le grand show avec une parade lumineuse sur l'eau. Plusieurs bateaux défileront autour du plan d'eau à la tombée de la nuit à partir de 20h30. Et pour continuer, on ne pose pas encore un pied à terre. Oui, mais ça vaut le coup. Que diriez-vous de faire un geste pour l'écologie tout en vous promenant sur l'eau? Non, vous ne rêvez pas, ça existe bel et bien et ça s'appelle l'éco-yak. C'est un mélange d'écologie et de kayak. Alors à bord d'un canoë, vous partez sur la Moselle, tel un explorateur à la recherche de déchets pour les collecter. Cette opération de dépollution ouverte à tous est organisée de 10h à 18h au niveau du Kayak Club. Alors on peut aussi troquer son canoë pour une monture un petit peu différente. Et oui, les passionnés de chevaux se donnent rendez-vous à la toute première édition de la Fête du Cheval, ce dimanche de 10h à 18h à la ferme de Pépinville à Richemont. Le cheval sera célébré sous toutes ses formes. Il y aura une brocante équestre, l'occasion de dénicher des équipements et objets autour du cheval, mais aussi des baptêmes poneys pour les enfants et des démonstrations, dressage, voltige et saut d'obstacles. Un spectacle haut en couleur à ne surtout pas manquer et l'entrée est gratuite. C'est toujours bien de le préciser. Et pour les amateurs de course, qu'avez-vous à nous proposer? La 15e édition des foulées du Cristal. Cette course mythique se tiendra ce dimanche à Saint-Louis-les-Beach. Un parcours de 10 km en pleine nature attend les coureurs. L'occasion de tester sa condition physique à la sortie de l'été. Départ à 10h, place de la mairie. Inscription obligatoire. Alors qu'attendez-vous pour enfiler vos baskets? Et après l'effort, le réconfort, on termine avec de la musique, plus particulièrement avec le festival Mécleuve Terre de Blues. Et ça va swinguer avec Lucky Pepper, Rick Estrin and the Nightcats, Coco Jeans and the Tonics. Au total, plus de 40 artistes locaux et européens feront le show au Mécleuve Terre de Blues. Alors laissez-vous envoûter par cette 4e édition aux sonorités soul, country et jazzy. Le Festival international de blues, c'est ce samedi de 18h à minuit à l'impasse du Lancemont à Mécleuve. C'est noté, un programme varié, diversifié. Merci Emma, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et si ce programme ne vous dit rien, eh bien direction Diane-Capelle pour un musée insolite. Depuis le mois de juin, la mairie de Diane-Capelle a ouvert un musée de poupées. En tout, près de 700 jouets en plastique et en porcelaine habitent ces lieux. Regardez. Lorsque l'on entre dans ce musée, impossible de se sentir seul. Des multitudes de scènes de vie figées dans le temps se jouent tout autour des visiteurs qui ne restent pas indifférents.
Moi, je suis épatée, mais d'un côté, on a toutes les poupées qui nous regardent, donc c'est un peu impressionnant, voilà. Et il y a énormément de poupées. Il y a plusieurs aussi types de poupées. Il y en a qui viennent d'autres pays, donc ça aussi c'est chouette. Certaines régions françaises sont même représentées, comme l'Alsace voisine. Ces lieux abritent des petits êtres miniatures datant de 1870 à aujourd'hui. Ici, les poupées nous relatent l'évolution de la société et de ses mœurs tout au cours du XXe siècle. Un chercheur de l'Université de Lorraine a même émis une proposition de partenariat. Le musée géré par la commune elle-même, qui avec l'aide de bénévoles, a classé les poupées selon leur style et leur marque. Il y a une petite poupée Gégé là qui porte la première robe de ma première fille. C'est pas beau ça? Elles ont été conçues en 1935 et l'usine s'est arrêtée en 1979. Des pièces de cette ancienne ferme sont également dédiées aux poupées de foire ou encore à celles sur le thème de la nurserie. C'est justement lorsque la mairie a découvert que de nombreux habitants disposaient de ces jouets qu'est né ce projet. On s'est dit, on va déjà faire ce musée de poupées et puis après, on lance un appel, qui est-ce qu'il y a des poupées, etc. Donc la commune a acheté aussi des poupées et on continue à avoir des dons. Là, prochainement, je vais rentrer un landau parce qu'une dame m'a téléphoné pour remettre un landau. Hier, à la mairie, on m'a apporté encore une poupée. Si vos poupées souffrent de solitude dans votre grenier, vous pouvez ainsi leur offrir une seconde vie dans ce musée. La population n'a donc pas fini d'augmenter dans ce village miniature qui ouvre ses portes aux visiteurs tous les après-midi du mercredi au dimanche et même de 10h à midi le week-end. Allez, on quitte le monde de l'imaginaire pour une affaire bien réelle. Connaissez-vous l'histoire de Maureen Kearney, une femme agressée à son domicile sur fond d'espionnage industriel? On en parle tout de suite avec notre invité du jour. Nina Robert, l'affaire Maureen Kearney, c'est une histoire d'agression, de justice ambivalente, de failles dans le système, mais surtout d'êtres humains. À travers différents témoignages, dont ceux de Maureen, justement, vous avez réalisé votre nouveau documentaire. Avant d'en parler plus en profondeur, je vous propose de regarder un extrait du trailer. Je me rappelle que j'ai senti le couteau sur mon ventre. Et là, je sais pas, j'étais plus là. C'est un gars qui rentre chez elle par effraction, qui l'attache, qui lui scarifie une lettre sur le bas-ventre, qui l'enfonce le manche d'un couteau entre les jambes. Quand vous marquez quelque chose sur la peau de quelqu'un, vous faites passer un message. L'agresseur lui a dit « c'est le deuxième avertissement et il n'y aura pas un troisième ». Pour moi, l'affaire n'était pas claire du tout. Même au moment où eux avaient la conviction de la culpabilité de Maureen, le doute était partout. Nina, pourquoi cette affaire-là plutôt qu'une autre pour votre documentaire? Je pense que c'est toujours une affaire de rencontre. Et Maureen m'a profondément touchée. Et c'est quelqu'un d'honnête et d'équilibré qui va vivre l'agression que vous avez pu entendre. Et au-delà du A scarifié sur le ventre, du manche du couteau enfoncé dans son vagin, qui est une agression terrible, elle va vivre d'autres agressions puisqu'on va juger, faute de preuves, faute de trouver l'agresseur. On s'imagine que finalement c'est elle qui s'est automutilée, qui s'est infligé tout ça. Donc elle passe de victime à coupable. Rapidement, en quelques semaines. Et ça va être un long combat judiciaire. Elle va attendre 5 ans pour avoir un procès, pour être condamnée. Elle va changer d'avocat et elle sera finalement relaxée. Je spoil pas, on n'est pas dans une fiction, c'est la réalité. Donc le but, c'est pas de faire du gros suspense, c'est plutôt de comprendre comment ça a pu arriver. C'est pour ça que je réalise ce documentaire. C'est une thématique que vous aviez déjà traitée ou pas du tout, ce type d'affaires? Alors, j'ai réalisé Claire Stream et moi pour raconter l'envers du décor, ce qu'une famille peut subir, parce que pendant 10 ans, on a vécu l'enfer, surtout mon père. Mais par contre, c'est la première fois que je travaille le genre thriller. Et c'est une série. Alors, c'est pas 12 épisodes à la Netflix, mais c'est 2,52 minutes déclinées en 4,26. Et c'était un nouveau défi que je me suis lancée. Une mini-série. D'habitude, vous étiez sur du long format, vraiment. Des unitaires. Et là, cette fois-ci, c'est plus long. Donc, c'est 2,52 et décliné en 4,26. Et puis, c'est pas le même genre, quoi. Le thriller, il y a du suspense, il y a de l'angoisse. Moi, je suis plus dans l'émotion, dans la lenteur, les silences. J'ai pu en mettre un petit peu. Mais il y a aussi
on est happé par l'histoire, je crois. Et par les témoignages assez diversifiés. J'ai repris vos propos sur votre page Facebook. On ne raconte pas une histoire pour la laisser poussiéreuse dans un tiroir, mais pour la partager, pour éveiller les consciences, pour provoquer quelque chose chez quelqu'un. C'est le cas avec ce documentaire? Alors j'espère. Hier, je l'ai montré pour la première fois à un public, et notamment à Maureen. Et dans la salle, j'ai vraiment senti que les gens étaient choqués, et j'ai envie de provoquer ça. Un choc. Maureen, finalement, c'est une lanceuse d'alerte. Alors c'est un mot qui est très en vogue, mais quand même, il faut les défendre, il faut raconter leur histoire. Et moi, c'est pour ça que je le fais. Je pense que oui, je ne vais pas changer le monde avec mes films, mais au moins, en racontant ces histoires-là, j'ouvre une porte. J'ouvre la fenêtre et je demande aux gens de regarder, de prendre le temps de regarder, de se dire mais merde, dans quel monde on vit, quoi. Se poser finalement les bonnes questions. Et par rapport à vos autres réalisations, l'écriture, les tournages, l'ambiance, est-ce que ça a été plus difficile que les autres ou pas? Alors, c'est la première fois que je tournais. En tournage, j'étais exclusivement avec une équipe féminine. J'ai fait ce choix pour que Maureen se sente vraiment en sécurité. C'était pas plus difficile qu'un autre tournage. C'était plus long. C'était peut-être plus difficile dans le sens où j'ai eu un bébé et que j'ai dû gérer ma maternité, l'allaitement, tirer son lait, des choses comme ça. Sur le point de vue personnel, finalement. Voilà. Mais sinon, ça a été un magnifique tournage et des beaux souvenirs. Est-ce qu'il a fallu avoir un moment la confiance de Maureen aussi? C'était peut-être ça qui a pris du temps? Alors, non, étonnamment, ça n'a pas pris de temps et je la remercie assez pour ça. Elle m'a fait confiance tout de suite. Nos regards se sont croisés et on s'est fait confiance. C'est pour ça que ça a marché aussi, surtout. Alors, vous le disiez, une première avant-première hier. Il y en a une autre qui est prévue ce soir au Cinéma Club de Metz. La sortie officielle se fera le 8 septembre. Sur quelle plateforme pour nos téléspectateurs? Alors, donc, il y aura les 2,52 sur France 3 Île-de-France le 8 à 23h05. Et puis ensuite, en replay, les 2 épisodes, mais qui seront aussi déclinés en 4 épisodes de 26 minutes. Ça peut peut-être être c'est peut-être plus sympa, en fait, les 4-26, quand on prend le temps et qu'on veut regarder. Donc, c'est... Voilà, et ce soir, donc 19h30 au club, il reste quelques places, ça me ferait plaisir, si jamais certains ont envie de vous y voir, quoi. Eh bien, le message est passé. La suite, maintenant, pour vous, est-ce que vous avez des projets dans les cartons, chez Citizen Film? Oui, alors lundi, je pars à Lyon, j'ai un nouveau projet dont je ne peux pas parler, mais j'espère qu'il va se concrétiser. Et puis, j'ai un projet aussi avec ma sœur, j'espère qu'on pourra le faire, travailler ensemble, j'aimerais beaucoup. Et puis j'ai envie, oui voilà, la fiction, ça me travaille aussi, mais là pour le moment... Vous restez proche du réel. Voilà. Merci beaucoup Nina Robert d'avoir pris le temps de revenir sur ce documentaire, l'affaire Maureen Kearney, excusez-moi, je ne me souvenais plus du nom de famille, qui sort, je le rappelle, officiellement le 8 septembre. À bientôt. Merci, à bientôt. Et de notre côté, eh bien, on termine cette édition à Rohrbach Beach avec l'inauguration de 2 pavillons seniors construits juste à côté de l'EHPAD de la commune. Dans un mois, les 8 appartements devraient être occupés. Les logements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et proposés aux plus de 65 ans encore autonomes. Les résidents pourront également bénéficier de la restauration et des animations au cœur de l'EHPAD qui se situe, je le rappelle, à proximité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi sur Moselle Info, bien sûr. Tout de suite, retrouvez Dragon Mag à 18h30 pour le premier numéro de la saison d'ailleurs. Très bon week-end à tous.